experte d'Éric. Donc, Éric Notbart, médecin qui est professeur agrégé faculté de médecine, Université de Montréal. Il est donc ambassadeur, je ne me rappelle plus comment on appelle ça, là, à la Fondation David Suzuki. Tu l'expliqueras. Hein. Donc, il fait partie du cercle scientifique, c'est ça, de la Fondation David Suzuki. Il est membre du conseil d'administration de l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, sympathisant de longue date de Synergie Santé-Environnement. Et donc, je vous laisse à Éric qui va finir de se présenter. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Toujours étrange de faire un webinaire parce que j'aime bien voir les yeux des gens, les réactions des gens. J'essaie de m'habituer, mais ça va venir lentement. Alors, bonjour. Je pense il semble y avoir une dizaine de personnes, je pense, devant moi virtuellement. Alors, comme le dit Jérôme, donc, je suis médecin à l'Université de Montréal. En fait, mon travail, c'est plus de la traumatologie, mais je suis depuis longtemps impliqué dans les questions d'environnement. Et la présentation que je vais vous faire, c'est une présentation de Réalité climatique Canada. Je vous en parle dans 2 secondes. Et pourquoi? La raison pour laquelle vous avez Desjardins STN en bas, je ne suis pas un employé ni d'un ni de l'autre, mais c'est simplement que Desjardins et STN ont supporté un peu Réalité climatique Canada au tout début à la formation canadienne, si je vais avancer. OK. Alors, le Climate Reality Project, en fait, c'est quelque chose qui a été mis sur pied par Al Gore il y a plus de 10 ans maintenant. Et c'est un cours, finalement, qui se donne plusieurs fois là, un peu partout dans le monde, et qui vise à mettre à jour toutes les connaissances en ce qui a trait au changement climatique avec différents aspects santé, aspects industrie, aspects économie. Et c'est fort intéressant, ce cours-là, et ça permet de former ce que Al Gore appelle les ambassadeurs du climat. C'est des gens qui répètent, qui refont un peu ces conférences-là dans leur milieu. Alors, la conférence que je vous donne, c'est une des conférences du Climate Reality Project, celle sur la santé, qui est évidemment que j'ai modulée un peu au goût du Québec, parce que les gens la font un peu à leur façon un peu partout. Pourquoi la Fondation Suzuki? En fait, c'est que la Fondation Suzuki héberge Réalité climatique Canada au Canada. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, santé humaine, on va reprendre les mots d'Hippocrate et ça s'applique particulièrement bien aujourd'hui, je pense. Donc, si vous voulez en apprendre sur l'état de santé d'une population, regardez l'air qu'elle respire, l'eau qu'elle boit et l'endroit où elle vit. Je pense que ça s'applique particulièrement bien maintenant. Alors, de quoi on va parler dans les prochaines 45 minutes? Donc, de la science du changement climatique, vraiment qu'un aperçu, et de 6 aspects différents, donc des effets du changement climatique sur la santé, les événements météorologiques extrêmes, les vagues de chaleur et l'effet d'îlots de chaleur urbains, les maladies infectieuses, la sécurité alimentaire et en eau, la qualité de l'air, les effets psychologiques et à la fin, quelques mots à propos de solutions individuelles ou qu'on peut avoir avec nos organismes, nos institutions. Alors, la science du changement climatique, alors on le sait bien évidemment, les radiations solaires traversent l'atmosphère sous forme d'ondes lumineuses. La plupart de ces radiations sont absorbées par la Terre et la réchauffent. La Terre réfléchit vers l'espace une partie de cette énergie sous forme d'ondes infrarouges et ce rayonnement infrarouge reste partiellement emprisonné par l'atmosphère de la Terre et la réchauffe. Alors, cette évolution-là, on la connaît bien depuis la fin du 19e siècle. C'est l'évolution de la température mondiale moyenne. Alors, vous voyez, à la fin du 19e, donc la température moyenne était autour de 13,7 degrés et l'évolution est lente, mais évidemment, semble inéluctable pour l'instant, au moins jusqu'en 2010. On est passé d'une température de 13,7 à 14,5. Et quand on regarde maintenant les 14 des 15 dernières années les plus chaudes enregistrées depuis un siècle, vous voyez qu'elles se situent toutes depuis 2000, sauf 1998. Et l'année la plus chaude, en fait, c'est l'année 2014. Alors, évidemment, en parallèle, on connaît l'évolution des émissions mondiales de carbone qui proviennent des combustibles fossiles, qui ont monté aussi de façon fort impressionnante dans le dernier siècle. D'où ça vient? Nous, individuellement, il y a le transport. Dans les villes comme Montréal,
veut pas 30, 40, jusqu'à avoir 50% des gaz à effet de serre viennent du transport individuel ou par camion. L'agriculture industrielle génère beaucoup de gaz à effet de serre aussi, processus industriels, vous voyez, centrales au charbon. Heureusement, au Canada, on est en train de les fermer. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il y en a encore beaucoup. Le transport, pergélisol qu'ils font, on va en parler un petit peu tantôt d'ailleurs. Alors, donc c'est un peu les sources principales de gaz à effet de serre. Et évidemment, ça, c'est la courbe pour monter un peu aux climato-sceptiques qu'ils ont tort. En fait, si on regarde les modèles qu'ils utilisent pour voir les impacts humains versus les impacts naturels sur le climat, alors les modèles qui utilisent seulement les forces naturelles, ben, ça correspond à la vague bleue, si on veut, avec pas d'augmentation, très peu de variation des températures moyennes. Quand on regarde des modèles qui utilisent à la fois les forces naturelles et les forces humaines, bon, on voit que on suit la vague verte, une vague tout sauf verte, là, qui montre une augmentation progressive de la température en Fahrenheit. Là, vous voyez de 56 à 58 Fahrenheit. Ça correspond évidemment aux observations actuelles. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les effets principaux sur la santé. Alors, encore, événements météorologiques extrêmes, vagues de chaleur, îlots de chaleur, maladies infectieuses, sécurité alimentaire en eau, qualité de l'air, effets psychologiques. Si on regarde au niveau des événements météorologiques extrêmes, quel est le lien entre la crise climatique et l'augmentation de la fréquence et la sévérité des événements météorologiques extrêmes? La meilleure définition, en fait, je crois, c'est celle de Kevin Trenberg du Centre national de recherche atmosphérique et je vais vous la lire, dans le fond. Le réchauffement planétaire contribue à une augmentation d'événements météorologiques extrêmes parce que l'environnement dans lequel toutes les températures se produisent a changé en raison de l'activité humaine. Alors, je pense que ça explique bien la complexité du phénomène. Et ici, c'est Dr. Gosselin de l'INSPQ qui disait il y a peu de temps, donc, les scénarios climatiques prédisent une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, des tempêtes violentes, des fortes pluies et des inondations au Québec. Alors, si on regarde le nombre de catastrophes météorologiques au Canada depuis le début du siècle, donc on va de 1910, 20, 30, 40 jusqu'aux années 90 et ça se continue, évidemment, ça se poursuit dans les années 2000 et 2010. Le nombre, évidemment, est en augmentation constante. On se rappelle tous et toutes de la crise du verglas en janvier 1998 qui avait vraiment marqué les esprits à cette époque-là. Donc, c'est l'enfer. Plus d'1 million de foyers sans électricité, 3000 militaires déployés dans la région. À l'époque, le lien entre le réchauffement climatique et ces crises-là était peut-être moins clair que ce ne l'est maintenant. Mais on se rappelle aussi d'autres événements météorologiques qui ont marqué un peu tout le monde au Canada et ailleurs dans le monde. Les inondations à Montérégie en mai 2011, entre autres, l'été 2013, qui était très difficile à la grande du Canada, donc les inondations ici à High River, en Alberta, en Ontario, en juillet 2013, etc., avec des ouragans. Donc c'est un élément, un des impacts sur la santé, évidemment, c'est ces phénomènes extrêmes. On va aller d'autres phénomènes extrêmes. En fait, au Québec, les modèles climatiques prévoient une augmentation de la température en été de 2 à 3 degrés, qui va correspondre à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur. Et dans les autres phénomènes auxquels on a pu assister, bien évidemment, les feux de forêt, on en parle beaucoup dans l'Ouest canadien et américain. Vous vous rappelez peut-être qu'en juillet 2013, il y avait de gigantesques feux de forêt proches de la baie James et dans les Laurentides. En fait, moi, je m'en rappelle particulièrement parce que ma fille était en expédition de canot avec un petit groupe de son camp d'été et puis avec son groupe de filles de 6 canots. Ils ont dû être évacués à cause des feux de forêt. Mais évidemment, elle était en canot. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été évacuées qui étaient des résidents de ces régions-là. Ça perturbe sérieusement leur vie. Alors, encore une des photos de l'époque, les photos aériennes, vous voyez la baie James, les vagues, c'est-à-dire la fumée à côté de la baie James et dans les Laurentides.
Ça a été quelque chose d'assez dramatique à l'époque et c'est probablement malheureusement quelque chose qui va se passer de plus en plus. En fait, on estime qu'au Canada, on prévoit une augmentation de la superficie des forêts brûlées de 74 à 118 d'ici 2100, malheureusement. Les îlots de chaleur urbains, on n'en parlait pas quand j'ai commencé ma pratique en médecine il y a 20 ans, 30 ans. On en parle de plus en plus parce qu'on voit ça dans nos urgences de façon hebdomadaire, sinon quotidienne, dans les grosses périodes d'été. Alors, les îlots de chaleur, on sait c'est quoi. Dans les périodes où il y a peu de couvert végétal, la chaleur s'accumule de façon importante, où il y a essentiellement de l'asphalte, du béton. La chaleur s'accumule, reste dans ces milieux-là, et particulièrement la nuit. Un des gros problèmes, c'est la nuit. Ces milieux urbains-là restent extrêmement, extrêmement chauds et les populations qui restent dans les centres-villes en souffrent beaucoup, beaucoup. Évidemment, quand il y a un bon couvert végétal, la chaleur est absorbée, reste dans le sol et les nuits sont beaucoup, beaucoup plus fraîches. Alors ça, c'est une carte thermique dans le fond de Montréal avec les îlots de chaleur urbains. Alors, vous voyez, le rouge, c'est des îlots de chaleur importants. Alors, vous voyez évidemment des petites poches ici où les gens sont plus au frais. C'est évidemment le Mont-Royal. C'est probablement le parc Maisonneuve. Donc, il y a des petites zones vertes qui correspondent à des endroits évidemment moins chauds, mais les autres endroits, ce qui est rouge, c'est des îlots de chaleur extrêmement importants. Et ça correspond souvent à des endroits où il y a beaucoup de stationnement, beaucoup de compagnies avec un couvert végétal qui est vraiment minimal. Alors, on sait que dans un îlot de chaleur urbain, toute augmentation de la température entre 2 et 12 degrés peut présenter des risques pour la population qui vit en ville. Au Québec, au Canada, à peu près 80% de la population vit en région urbaine et on s'attend à ce que la mortalité reliée à la chaleur double dans les villes canadiennes d'ici 2050 et triple d'ici 2080. Et ça, ce n'est pas que théorique. C'est vraiment très réel. Moi, comme urgentologue, comme je disais, il y a 20-30 ans, on ne voyait pas ça. Maintenant, on voit particulièrement dans les centres-villes des gens, souvent de milieux moins favorisés, qui restent dans des petits appartements ou qui restent en chambre. Donc, des milieux qui sont très chauds, même la nuit. Qui ont peu accès, qui s'hydratent moins et qui arrivent souvent l'été dans un état de déshydratation avec des températures très élevées. Et les gens en décèdent. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Il y a même des jeunes qui peuvent en décéder. Nous, on a vu à l'hôpital Sacré-Cœur, il y a 2 étés, si je me rappelle bien, un jeune travailleur du paysagement qui avait travaillé tout l'été à une chaleur importante, qui ne s'était pas assez hydraté, qui a eu ce qu'on appelle un coup de chaleur décompensé. Un coup de chaleur décompensé, c'est une situation clinique où la température centrale devient extrêmement, extrêmement élevée et ça dépasse les capacités d'adaptation du cerveau et les gens décèdent finalement. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas du tout théorique. Et pour combattre, pour essayer de prévenir ces coups de chaleur-là, il y a des recommandations actuelles absolument incroyables à l'effet que, évidemment, les gens ne devraient jamais être exposés. Ou ce qui peut aider à diminuer l'incidence de ces choses-là, ils devraient boire entre 10 et 15 litres de liquide de réhydratation par jour, parce que le fait de boire beaucoup, beaucoup permet la dissipation de la chaleur. Alors, on est dans une situation en ce moment qui est cliniquement extrêmement difficile et c'est vraiment une réalité l'été, c'est l'impact des îlots de chaleur sur particulièrement les populations défavorisées à faible revenu. Souvent, c'est des gens âgés aussi qui sont peu mobiles. Et qu'on se trouve dans un état vraiment, vraiment catastrophique, souvent après quelques jours dans leur appartement. Maladies infectieuses. Alors, tout un autre chapitre intéressant, aussi, vous allez voir, un petit peu inquiétant. Les changements climatiques, donc, perturbent les écosystèmes naturels d'une manière qui facilite la vie des maladies infectieuses. Alors, quelques illustrations de ça. Avant de parler de maladies spécifiques. Donc, avant 70, les températures froides provoquaient le gel à haute altitude, maintenaient les moustiques et maladies qu'ils transmettent et de nombreuses plantes dans les zones de faible altitude, donc plus basses. Maintenant, de nos jours, la chaleur accrue fait reculer les glaciers, on le sait bien, sous les tropiques et dans les zones tempérées, ce qui fait que certains moustiques, de même que les maladies qu'ils transmettent et certaines plantes, migrent vers de plus hautes altitudes et, on va le voir, donc, les insectes vecteurs de maladies infectieuses peuvent se répandre plus haut en latitude vers le nord et en altitude dans les régions surélevées. Et évidemment, la saison de transmission va durer plus longtemps. Alors,
Certaines maladies que je ne connais pas, qu'on ne m'a pas enseignées non plus il y a une trentaine d'années, qui se développent de plus en plus. Donc, le virus du Nil occidental, la fièvre de la vallée du Rift, le chikungunya, la maladie de Chagas, le Cryptococcus gattii, la dengue. Virus du Nil occidental, vous voyez le point vert au Canada. Donc, virus du Nil occidental est arrivé il y a une quinzaine d'années ici. Ça fait vraiment partie de nos mœurs, avec maintenant la maladie de Lyme qui monte avec les tiques. Mais il y a d'autres maladies, dont les points oranges, le Cryptococcus gattii, c'est un champignon qui atteint le cerveau et les poumons et la peau, qu'on a vu beaucoup dans les dernières années dans certaines communautés autochtones de l'Ouest canadien et américain. La maladie de Chagas, typiquement, qui est une maladie d'Amérique du Sud qui monte lentement aussi. La dengue qu'on trouve maintenant un peu partout dans le monde. La fièvre de la vallée du Rift qui reste encore localisée en Afrique. Donc, c'est des maladies, honnêtement, dont on lisait ces chapitres-là très rapidement quand j'ai étudié, parce qu'on disait de toute façon, on ne verra jamais ces choses-là. Eh bien, on voit de plus en plus ces choses-là. Alors, le virus du Nil occidental est arrivé au Canada dans les années 2000, au début des années 2000. C'est un virus, en fait, c'est un virus aviaire, et la façon à laquelle on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal, la façon par laquelle, vous vous rappelez probablement, on avait trouvé des oiseaux morts sur le bord des routes, des corneilles surtout, corneilles mortes, ce qui était tout à fait inhabituel. Et là, on a commencé à analyser un peu, à faire ce qu'on appelle des nécropsies pour se rendre compte que ces oiseaux-là étaient décédés du VNO, du virus du Nil occidental, qui est d'habitude aviaire, mais qu'on voit aussi chez certains animaux et chez l'homme de façon très sporadique. Alors, vous voyez en bas, le pourcentage d'oiseaux infectés en 2003, c'est les courbes vertes pâles. Donc, ça, c'est les semaines de l'année. Donc, d'habitude, le pic est entre août et octobre à peu près. Donc, vert pâle 2003, jaune 2012, qui a été une très, très grosse année. Alors, il y a eu des mesures de santé publique. Alors, vous voyez, 2013, il y en avait encore pas mal. 2014, ça commençait à diminuer. Et si on regarde le Québec en particulier, les cas rapportés, donc 2011, 42, 2012, 134, 28, et là, ça a diminué un petit peu à 6 cas. Qu'est-ce que ça donne, le virus du Nil? En fait, je peux bien vous en parler parce que j'ai vu un cas justement l'été dernier dans mon hôpital. Près de 80 des cas, un peu comme une petite virémie, les gens ont peu de symptômes. Dans 20 des cas, un peu comme une grippe, en fait, fièvre, maux de tête, des douleurs un petit peu partout, de la fatigue. Mais ce qui est problématique, c'est le 1 des cas avec une atteinte cérébrale. Donc, céphalée sévère, raideur de nuque, désorientation, confusion, coma, tremblement, convulsions avec des séquelles neurologiques. Alors, le patient qu'on a eu cet été, c'était probablement en septembre, et effectivement, dans le pic, à la fin de l'été, s'est présenté, est allé aux soins intensifs, il a eu des déficits neurologiques importants et commence maintenant à s'en tirer. Alors ça, c'est pour le virus du Nil qui est ici depuis un certain temps. Le gros problème actuellement, c'est les tiques, évidemment, et la maladie de Lyme. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Lyme? La présentation initiale, c'est la fameuse lésion en fibre. Alors, si jamais vous vous promenez surtout dans les endroits où il y a des hautes herbes, c'est assez caractéristique et vous faites piquer, il y a une espèce de lésion en cible qui apparaît comme ça, c'est ce qu'on nous on dit pathognomonique, c'est caractéristique de la maladie de Lyme, de la première phase, et ça évolue de façon centrifuge. Alors d'habitude, les gens ont cette première phase-là, et s'ils ne sont pas traités, il y a la maladie secondaire, avec les manifestations neurologiques et cardiaques. Et ça, c'est très problématique. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des atteintes sévères au niveau neurologique ou cardiaque avec des blocs, ce qu'on appelle des bradycardies, le cœur qui ralentit, ou des problèmes d'arthrite ou des manifestations multiples. Alors, la maladie de Lyme, c'est pas quelque chose de banal du tout. Et quand on voit l'incidence de la maladie de Lyme en ce moment, on voit qu'on est en augmentation extrêmement rapide. Et ça vous montre un peu ici les limites supérieures de température pour les tiques. En fait, la maladie de Lyme, c'est une bactérie et les tiques sont des hôtes de la bactérie. Donc, c'est les tiques qui ont la bactérie, qui nous piquent et quand elles restent sur la peau pendant plusieurs heures, à ce moment-là, elles nous transmettent la bactérie en question. Alors, vous voyez que dans les années 2000, là, le zéro n'apparaît pas, mais dans les années 2000, il n'y en avait pas encore au Québec. Et là, jusqu'à 2000, 2020, au sud du Québec, on en voit et on prévoit que rendu à 2080. Oups, je m'excuse si je veux reculer, c'est sous. Je m'excuse. Encore. Oui, c'est ça. Oui.
Juste peut-être, parce que moi je suis Oui. biologiste de formation, OK. là, puis moi j'ai eu des gros cours de parasitologie dans mes études. Juste comme ça, hein, parce que c'est important quand même, Ouais. on parle des tiques aujourd'hui. Si vous vous faites piquer par une tique un jour, là, n'enlevez jamais la tique Oui, comme ça à la main, parce que sa tête va se détacher. En fait, le problème, c'est que les bactéries sont dans la tête de la tique. Et si la tête reste, d'abord, vous allez avoir une grosse infection probablement. Puis deuxièmement, ça exclut pas que la bactérie puisse passer dans votre corps. Donc, idéalement, une tique, on la brûle. Ça lui fait ouvrir ses mandibules et donc vous êtes capable de l'enlever comme ça. Donc, c'est juste c'est vrai. petit conseil. Oui. Bon, en fait, si vous voyez une tique sur vous, souvent elles sont accrochées, peuvent être accrochées pendant des jours. En fait, j'ai vu à l'urgence récemment, c'était à la fin de l'été, un monsieur qui me disait, j'avais mal entre 2 orteils depuis quelques jours. Je suis allé dans le sud du Québec de mémoire, au nord des États-Unis. J'étais sûr que j'avais une petite plaie, puis là, il vient me voir. En fait, la tique était accrochée encore entre 2 orteils. Donc, il y a différentes façons de l'enlever. Puis, comme disait si bien Jérôme, il faut faire bien attention. Une des façons possibles aussi, c'est de prendre des pinces à sourcils. Et avec les pinces à sourcils, aller prendre vraiment le dard, aller prendre la pièce buccale, s'assurer qu'on enlève complètement la pièce buccale de la tique pour pas qu'elle reste dans la peau. D'autres choses que les gens font, c'est qu'ils les noient avec de l'huile ou nous, on met de la lidocaïne qui les paralyse pour qu'elles puissent tomber. Mais c'est bien important, effectivement, de ne pas écraser la tête de la tique parce que si la tique est porteuse de la maladie de Lyme, et ce n'est pas toutes les tiques, c'est peut-être 10 à 20 des tiques, là, c'est variable d'un endroit ou l'autre, mais si la tête est porteuse de la maladie de Lyme, donc si la tique est porteuse, en écrasant la tête, vous pouvez transmettre la maladie de Lyme. Si, en fait, un petit passage, si vous voyez une tique sur vous, le mieux, c'est d'aller dans une urgence, puis à ce moment-là, on l'enlève. Et si la tique a été là pendant plusieurs jours, on va donner souvent une dose d'antibiotiques pour prévenir la maladie et ça fonctionne. Mais si vous n'avez pas consulté, si la tique est restée là longtemps, à ce moment-là, on risque malheureusement de vous voir avec une maladie à un stade secondaire, donc une atteinte, ce que j'ai vu il y a quelques années, donc une atteinte cardiaque ou neurologique, et là, ça devient sévère. Alors, comme vous voyez, dans les années 80, la tique, elle va se rendre facilement jusqu'à la baie James et jusque dans le nord du Québec, donc ça va être quelque chose qui va être extrêmement prévalent à ce moment-là. Cette carte-là, elle date de quelques années, puis en fait, j'ai réalisé il y a peu de temps que on est probablement à 100 km plus haut que ça. Dans le high risk, moderate risk et low risk, prenez toutes ces cartes de couleurs-là, puis montez ça d'à peu près une centaine de kilomètres, puis ça va être vrai. Donc, le haut risque, c'est pas mal plus haut que ça maintenant. Ça vous montre un peu l'évolution de la maladie. Ça fait sourire un peu les gens quand on parle de la malaria. Les gens trouvent ça un peu drôle quand on parle de la malaria au Québec, surtout maintenant que l'hiver approche. Mais le moustique monte en altitude et en latitude. Maintenant, il y a des cas de malaria dans le sud de l'Europe. Il y a des cas de malaria aussi. Il y a eu des cas de malaria dans le sud des États-Unis. Et je vous apprends peut-être que la dernière épidémie de malaria a eu lieu à Montréal au milieu du 19e siècle. Il y a eu une phase de réchauffement à cette époque-là et on retrouve dans le sol donc des globules rouges d'animaux qui sont infestés par le plasmodium, par la malaria. Donc, c'est un peu anecdotique, mais c'est simplement pour vous dire que c'est pas impossible que d'ici quelques dizaines d'années, que la malaria, c'est un peu inexorable. Si le réchauffement climatique persiste, cette anophèle-là va commencer à monter de plus en plus vers des latitudes plus élevées. L'anthrax, la maladie du charbon, on pensait presque que c'était de l'histoire. Dans les livres de médecine du Moyen Âge jusqu'au 19e siècle, on parlait de la maladie du charbon. La maladie du charbon, c'est une maladie grave qui atteint la peau et la peau devient noire comme du charbon, d'où l'appellation à l'époque. Et ça atteint surtout, à part la peau, les intestins, les poumons, le cerveau et la rate. Et d'habitude, c'est les animaux qui sont hôtes de cette maladie-là. À l'époque, les animaux décédaient, puis finalement, mouraient dans le sol, et puis finalement, le bacille restait dormant dans le sol. Le problème, c'est que le bacille fait des spores, et les spores de l'anthrax, la maladie du charbon, sont extrêmement dangereux. Vous vous rappelez peut-être
en 2001, il y a eu une dizaine de personnes aux États-Unis, dans la région de New York de mémoire, qui ont reçu des enveloppes avec des spores de maladie du charbon. Donc, pourquoi ils ont des spores? Ben parce que les États-Unis et la Russie gardent encore du charbon et on pense, certains pays qui pourraient vouloir faire des guerres bactériologiques pour utiliser des spores de maladie du charbon. Et dans ces 10 personnes-là qui ont reçu des enveloppes, en fait, les gens ont tous attrapé la maladie du charbon au niveau pulmonaire et il y en a la moitié qui sont décédés. Donc, c'est quelque chose de très létal au niveau pulmonaire et cérébral. L'être humain est rarement un hôte de la maladie du charbon. Alors là, c'est pour les... J'espère que vous n'êtes pas en train de manger en ce moment, là. C'est la maladie du charbon à gauche au niveau pulmonaire d'un patient décédé et à droite au niveau cérébral d'un patient décédé aussi. Alors, en fait, c'est une maladie qui est à peu près disparue depuis 75 ans. Il y a une résurgence à cause du risque de guerre biologique et encore là, on ne sait pas d'où les gens se sont produits les spores aux États-Unis. C'est des souches qui étaient de mémoire proches des souches de l'armée américaine. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Il y a différentes souches un peu partout dans le monde. Il s'est passé quelque chose de particulier l'été dernier dans le nord de la Russie. La température moyenne est à 30 degrés au lieu de 17 degrés. Il y a une fonte du permafrost. On s'est rendu compte alors que certains, c'est des chevreuils ou apparentés à des chevreuils qui étaient morts depuis longtemps, depuis plusieurs dizaines, voire peut-être centaines d'années. Les carcasses étaient gelées, sont mis à dégeler et ils ont libéré du Bacillus anthracis. Donc, c'est des carcasses qui avaient de l'anthrax. Et à cause de la fonte du pergélisol, le Bacillus a été remis en circulation. Il y a eu à peu près 2000 reines, un enfant qui est mort, beaucoup de reines qui est mort et des dizaines de personnes hospitalisées. L'anthrax, si vous l'avez au niveau pulmonaire, 90% des gens vont mourir. Au niveau cérébral, c'est probablement de cet ordre-là. Au niveau cutané ou intestinal, la létalité est moindre. On a des antibiotiques, mais c'est une maladie, malheureusement, qui risque de réapparaître à cause de la fonte du permafrost. Et tout récemment, on a vu aussi dans le nord de la Sibérie un virus apparaître qu'on ne connaissait pas. Ça s'appelle le mollivirus sibéricum, qui a été découvert il y a un an et demi. Et on croit que ce virus-là est toujours viable et on pense qu'il a été gelé pendant quelques millénaires. Alors là, c'est le point d'interrogation complet. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer, surtout si on se met à faire des forages dans la toundra ou dans le pergélisol? C'est un exemple d'une maladie qui peut en sortir. Quel est son tropisme? Est-ce que c'est cérébral? Est-ce que c'est pulmonaire? Est-ce que c'est ailleurs? On ne sait pas exactement, mais ça vous montre un peu qu'au niveau maladie infectieuse, probablement qu'on va être exposé à beaucoup, beaucoup plus d'infections. Alors, un autre chapitre, la sécurité alimentaire, la sécurité en eau. On sait que le prix de la nourriture risque de doubler, voire plus encore. Et on voit dans les périodes où il y a eu des périodes de sécheresse importantes, les prix des denrées alimentaires ont monté de façon impressionnante. On voit ça, je pense, c'est dans les années 2008 et 2012, avec des flambées de prix. Et qu'est-ce qu'on prévoit en 2010 et 2030? Le prix du maïs qui pourrait augmenter de 177 blé de 120 riz de 107 Et en fait, on estime qu'entre le tiers et la moitié de ces augmentations est attribuée au changement climatique. Alors, si on regarde le maïs, qui est vraiment important pour une partie importante de la population dans les Amériques en particulier, on pense que chaque jour, au cours de la période de croissance, la température dépasse 29 degrés Celsius. Le rendement du maïs faiblit de à peu près 0,5 à 1 et qu'à la fin du siècle, les rendements du maïs aux États-Unis pourraient diminuer du tiers seulement sous l'effet du stress thermique. Alors, c'est beaucoup, beaucoup pour des communautés qui en dépendent. Le soya, qui est évidemment beaucoup, beaucoup consommé un peu partout dans le monde, en particulier en Asie. Une autre étude récente qui a montré la chose suivante. Donc, que les pucerons et les scarabées japonais sont plus attirés par les plantes cultivées sous de fortes concentrations de CO2, ce qui est le cas actuellement. Que les scarabées qui se nourrissent de feuilles à tonnes élevées de CO2 vivent plus longtemps et pondent plus d'œufs. Et que les taux élevés de CO2 abaissent aussi les défenses naturelles des plantes, les rendant pratiquement impuissantes face aux parasites. Alors, qu'est-ce qui va se passer si des grandes cultures comme le maïs et le soya diminuent leur rendement de façon importante dans les décennies à venir? Au niveau de la sécurité alimentaire de la planète, c'est quelque chose d'inquiétant.
Si on revient au Canada, vous voyez, bon, les tendances des températures récentes au Canada, donc la région dans l'ouest, donc des augmentations de 1 degré, ce qui n'est pas beaucoup, mais vous savez que plus on monte, plus l'augmentation est importante. Et si vous êtes dans le Grand Nord, les augmentations de 3,5 degrés prévisibles sont évidemment inquiétantes. L'agriculture est évidemment localisée essentiellement dans le sud. Pour l'instant, il y a des gens qui disent qu'on va en bénéficier. Les saisons agricoles vont être plus longues. C'est vrai dans certaines régions du sud du Canada, mais dans le nord, ce n'est pas du tout le cas. Les communautés autochtones, alors en vert pâle, c'est les plus grosses communautés autochtones. Où est-ce qu'elles sont localisées? Elles sont localisées évidemment surtout dans le nord du Canada. Et donc, on sait que les plus grandes communautés autochtones se situent dans les prairies, dans le nord, où on prédit que les plus importants changements climatiques auront lieu. Ces populations-là dépendent, leur mode de vie ressemble de plus en plus au nôtre, mais c'est des gens qui chassent encore beaucoup. Moi, je me rappelle quand j'ai travaillé à Chisasibi pendant un certain temps, la chasse est non seulement, fait pas seulement partie de l'alimentation, ça fait partie de toute la structure de vie des crues. Quand le Goose Break arrive 2 fois par année, c'est quelque chose de fort important. Et là, si les animaux, autant la chasse au caribou que la chasse à l'oie, si les animaux se déplacent, si les animaux sont moins disponibles, s'il n'y a plus de chasse, c'est pas seulement l'alimentation qui est perturbée, mais c'est tout le système de vie de ces communautés-là qui est à risque. Alors, voilà pour les communautés autochtones. Ça va vite un peu, je m'en excuse. Il va y avoir un peu du temps certainement pour des questions après si vous en avez. L'eau, autre gros problème. Donc, 70 de l'utilisation mondiale de l'eau va à l'agriculture, à peu près 20 à l'industrie et 10 grosso modo à l'usage domestique. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'augmentation de la demande en eau? Bien, vous voyez que la Chine, c'est une augmentation incroyable. Même chose, Inde, Afrique du Sud, reste de l'Asie. Vous regardez l'Amérique du Nord, on se situe à peu près à mi-chemin jusqu'en Océanie. Donc, la demande en eau va augmenter de façon fort importante. Alors, si on regarde en premier l'approvisionnement en eau existant et accessible, donc 4 000 milliards de mètres cubes, où on s'en va dans le futur, l'augmentation de la demande, 7 000 milliards de mètres cubes. Comment on va se rendre là? On ne le sait pas, en fait. Il va pouvoir y avoir une augmentation de l'approvisionnement qui va combler en partie le déficit, une augmentation de l'efficacité, et voilà ce qui est l'écart restant. Évidemment, ce n'est pas un secret pour personne, on le lit, on le sait de plus en plus, pas loin de nous, le sud, le centre et le sud-ouest des États-Unis, avec les nappes phréatiques, les grands aquifères qui sont en train de s'assécher. Même chose dans la région du Mexique, même chose à différents endroits dans le monde. C'est plus évidemment un secret pour personne, cette disponibilité de l'eau qui diminue. Pour ce qui est de la qualité de l'air, chaque année, 21 000 Canadiens meurent des effets de la pollution de l'air. Et d'ici 2031, presque 90 000 personnes seront mortes d'une maladie grave liée à l'exposition de l'air et 710 000 d'une exposition à long terme. Évidemment, c'est des chiffres qui viennent de modélisation, mais ça donne un ordre de grandeur. D'ailleurs, vous avez, avant de passer à l'AS, vous avez probablement entendu récemment, ou certaines d'entre vous, le webinaire du Dr. Reeves. Dr. Reeves travaille beaucoup sur, c'est un cardiologue, sur la synergie entre la pollution dans les villes et les risques de maladies cardiaques. Alors, en gros, la littérature montre bien que si vous avez des facteurs de risque pour avoir une maladie coronarienne, comme du diabète, l'hypertension, du cholestérol, une histoire familiale, si en plus vous vivez dans une région urbaine avec beaucoup de pollution, votre risque de développer un infarctus et d'avoir des problèmes cardiaques ou vasculaires de façon générale est nettement augmenté. Donc, si vous êtes dans un milieu urbain avec une pollution importante, votre risque de maladie cardiaque est augmenté, tout comme votre risque de plusieurs cancers. Des grosses études qui ont été faites ont démontré que le cancer du poumon, du rein, du sein était plus élevé dans les zones urbaines. Donc, beaucoup de maladies chroniques ont une incidence nettement augmentée en milieu urbain. Si on regarde ce qui se passe avec les maladies pulmonaires, l'asthme, donc, ce
60% des maladies respiratoires graves et chroniques sont en lien avec la qualité de l'air et il y a une hausse de l'incidence de l'asthme qui est nette en ce moment et particulièrement dans les milieux urbains. Alors ça, c'est des choses aussi qui nous affectent beaucoup dans nos urgences. Donc, des détériorations des asthmatiques ou des gens qui ont des maladies pulmonaires chroniques, particulièrement en été. Les allergies aussi, les pollens, on estimait donc en 2000 que les grains de pollen par mètre cube, c'est un chiffre estimé, donc 8500 grains de pollen par mètre cube, ça va augmenter. En 2040, les grains de pollen par mètre cube, donc autour de 22 000. Donc, les gens qui ont des allergies, elles vont être plus longues, plus sévères. Même chose ici pour l'herbe à poux. Donc, on peut prédire que ces émissions de CO2 continuent d'augmenter au rythme actuel. L'herbe à poux produira 320 plus de pollen d'ici 2100. Alors, les gens qui sont affectés beaucoup par l'herbe à poux vont avoir évidemment des étés plus difficiles, plus longs et plus difficiles. En dernier, un mot sur les effets psychologiques parce que ça affecte tout le monde. C'est sûr que ces types d'images de catastrophes naturelles, on les voit de plus en plus. Et on les lit de plus en plus dans nos journaux. Donc, Climate Change Overseas Likely to Affect UK Food Supplies. Is Earth near its tipping points? Scientists, there may be no return from climate change. Polar bears will not survive without action to tackle climate change. Climate change could mean extinction for Iberian lynx. Et évidemment, on pourrait continuer pendant des heures et des heures. Ça génère de l'anxiété, ça génère de la dépression et c'est aussi des choses qu'on voit, peut-être moins dans les urgences, mais les gens sont inquiets. C'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Ben, ça peut être un peu déprimant, mais je pense que si on essaie d'être actif, je pense que, en fait, on peut voir les choses de façon plus encourageante. Il y a quand même des signes qui sont intéressants. Bon, rester informé, c'est quand même la chose la plus importante, le point de départ. Comprendre les risques pour pouvoir au moins argumenter avec les climato-sceptiques qui nous disent qu'il n'y en a pas. Répondre en conséquence et agir. Et je pense qu'on est dans un moment où, on le sait tous qu'on est dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité. Et certainement que faire des choix de consommation intelligents qui réduisent l'impact écologique de ce qu'on achète et de ce qu'on jette, c'est un premier pas. Bon, rejoindre des groupes aussi, là, évidemment, la présentation est faite par Réalité Climatique Canada, mais vous faites certainement partie de plusieurs groupes qui s'intéressent à ces questions-là. La liste de David Suzuki, mais il y en a plein d'autres, mais je vais parler de quelques-uns de ces choix-là parce que c'est des choix dans lesquels je suis particulièrement impliqué. Verdir votre transport, en fait, j'ai des bonnes nouvelles pour les cyclistes montréalais. On a notre association, l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, participé avec la Coalition Climat Montréal aux audiences de l'Office de consultation publique de Montréal l'an dernier. Peut-être certaines d'entre vous ont suivi ces audiences-là, mais on avait suggéré que le réseau cyclable de Montréal soit doublé. En fait, ça fait 20 ans qu'on le suggère, là, qui passe de 700 à 1400, 1500 km et qui soit surtout très sécuritaire. Parce que malheureusement, si le réseau est augmenté mais n'est pas sécuritaire, on va avoir des pics plus élevés de décès et de collisions, comme on a vu chez les piétons au printemps, en mars-avril dernier. On a eu un excès de piétons frappés, décédés, de piétons cyclistes. Alors, ce qu'on a demandé, c'est que le réseau soit doublé et de façon sécuritaire. Aux audiences de l'OCPM et de façon fort intéressante, l'OCPM a remis son rapport le 30 mai dernier et si vous voulez lire quelque chose de très inspirant, lisez ce rapport-là. L'OCPM, ce n'est pas la Ville de Montréal, mais l'OCPM conseille la Ville de Montréal et dans les conclusions, dans les recommandations de l'OCPM, il est clairement écrit que la Ville devrait doubler son réseau cyclable. Eux disent d'ici 6-7 ans, nous, on va pousser la Ville pour que ce soit fait d'ici 3-4 ans. Donc, la Ville augmente actuellement, bon an, mal an, son réseau cyclable d'à peu près 30 km par année. Nous, ce qu'on veut, c'est que la Ville augmente son réseau cyclable de 200 km par année dans les 3-4 prochaines années. Et je peux vous dire qu'on va continuer
on ne lâchera pas la ville. On a plusieurs réunions prévues d'ici la fin de l'année et en 2017. Je dis nous, mais on n'est pas les seuls, évidemment. Il y a le Conseil régional d'environnement de Montréal, Piétons Montréal, Vélo Montréal. Il y a plusieurs groupes qui travaillent là-dessus. Et certainement que verdir le transport dans les zones urbaines, c'est une des clés d'un mode de vie plus actif, plus en santé et d'une diminution très, très significative des gaz à effet de serre. Donc, c'est probablement un des premiers points. Utiliser l'énergie intelligemment, on le sait fort bien, et surtout choisir des énergies renouvelables. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aussi au niveau individuel et institutionnel surtout. Et l'alimentation, on sait que l'agriculture, surtout l'élevage de bovins, génère beaucoup de gaz à effet de serre et on sait aussi que ça prend créer des protéines animales sont extrêmement coûteuses en énergie. On pourrait changer, être un peu plus végétarien. Peut-être pas, c'est difficile de devenir 100% végétarien pour la plupart des gens, mais certainement diminuer notre alimentation de viande et augmenter notre apport en protéines végétales. C'est une des façons aussi de combattre le réchauffement climatique. Alors, ici, il y a quelques sites. Vous allez voir la présentation, mais il y en a des dizaines de sites. Là, c'est 2 qui sont suggérés par ce groupe-là. Je pense que rester informé et changer sa pratique, changer ses modes de transport, ses modes de consommation et joindre des groupes comme Synergie Santé Environnement, c'est une des façons certainement de contribuer à une amélioration du climat et à une amélioration de votre santé, certainement. Je vais terminer avec une petite phrase. Alors ça, c'est le Blue Dot, la planète bleue vers la droite ici. Une phrase très sage de Carl Sagan. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous n'ayons jamais connue. Et voilà. Alors, je laisse la parole à Jean. Mais merci beaucoup, Éric. Donc, je vais rouvrir les lignes pour vous laisser. Voilà. Donc, allez-y. Tout est clair, il n'y a pas de questions? Si, moi j'ai une question. Allô? Oui. Je suis un peu curieuse de savoir quel va être l'impact des décisions que prendra peut-être Donald Trump pour un pays qui est le plus grand pollueur de la planète sur les programmes qui existaient déjà pour réguler tant soit peu l'impact du changement climatique. Il n'a pas dit qu'il ne ferait rien pour son propre pays. Si j'ai bien compris, il refuse le financement américain pour d'autres pays qui considèrent que ce n'est pas à eux de payer ces dégâts. Est-ce qu'on a un peu une idée de ce qui pourrait se passer? Écoutez, je vous dis, d'abord, ce qui est fort intéressant, avant de parler de Donald Trump, je dirais un mot. Le gouvernement canadien, on est quand même chanceux. C'est pas parfait, mais au moins on s'est éloigné de l'ère Harper. Et le gouvernement canadien a décidé, enfin ils l'ont dit, on va voir ce qu'ils vont faire, mais d'investir de façon fort importante dans le transport en commun. Et d'ailleurs, on rencontre Marc Garneau en décembre prochain pour lui parler de transport actif et de transport en commun. Fait que ça, au moins pour ce qui est du Canada, je pense que c'est quand même très encourageant ce qui se passe en ce moment. Pour ce qui est des États-Unis, je pense qu'on va être obligé de naviguer à vue avec ce personnage clownesque. Honnêtement, je ne peux pas vous dire grand-chose. Les gens à Marrakech étaient un peu sur le qui-vive, attendaient de voir ce que les États-Unis allaient dire. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti pour l'instant, mais j'ai lu dans le Devoir ce matin que Donald Trump commençait à reconnaître que le réchauffement climatique était peut-être un problème et que finalement... Oui, c'était dans le journal ce matin, et que la diatribe s'était nettement adoucie. Alors,
on a c'est tous pas une eu invention très de la peur. Chine. C'est plus une Pardon? invention de la Chine. Ce n'est plus une invention de la Chine. Non, 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 non. Semble-t-il qu'il a changé sa position. Ce n'est plus une invention de la Chine. Quand même, il a quand même une capacité d'apprentissage, ce personnage-là, qui est étonnante. Alors, honnêtement, je ne peux pas en dire plus, mais je pense que je suis une nature optimiste, là, sans être un jovialiste. Là, je pense quand même que l'évolution du monde, les gens sont tellement au courant maintenant des dangers que j'espère qu'on va être capable de circonscrire Trump, mais bon, malheureusement, je ne peux pas en dire plus que ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est le gouvernement canadien en ce moment. On trouve qu'il ne va pas assez vite, mais quand même, le fait que Marc Garneau ait accepté de nous rencontrer, qu'il veuille, qu'il s'intéresse beaucoup au transport en commun, au transport actif, je pense que c'est un signal qui est fort pour nous au moins. D'accord. OK. Merci beaucoup. Ouais. D'accord. Moi, j'ai des questions ici que je vois en ligne. Donc, selon un de vos tableaux, les Canadiens présentent plus de symptômes de maladie que les Américains. Surprenant. Comment expliquez-vous ça? Ah, attendez une minute. Je me rappelle pas de. Attendez une minute, je vais essayer de revoir lequel tu veux me mettre en mode avec toutes les diapos. Je vais essayer de retrouver, là, dans les maladies chroniques, honnêtement, je me rappelle. Non, ça, c'est. Tableau en rouge et bleu pâle. Non, ça, c'est la maladie. Non, oui, OK. Ah oui, c'est intéressant. OK, à propos de la maladie de Lyme. OK, intéressant. Effectivement. En fait, c'est ce qui a été rapporté par les instances de santé publique. Fait qu'effectivement, on voit qu'il y a eu plus de manifestations neurologiques et cardiaques qui ont été rapportées au Canada. Beaucoup de gens disent que c'est à cause des déclarations obligatoires et que c'est peut-être sous-rapporté aux États-Unis. Donc, c'est des chiffres. Je pense que ce tableau-là vient soit de Santé Canada ou peut-être de l'INSPQ, mais probablement que c'est parce qu'on rapporte de façon plus fidèle ici qu'aux États-Unis. C'est des hypothèses. En fait, je voulais montrer ce tableau-là surtout pour montrer les trois phases de la maladie de Lyme, donc l'érythème initial et ensuite les manifestations neurologiques et cardiaques qui sont moins importantes et d'arthrite. Mais c'est une bonne remarque. En fait, je suis passé vite dessus parce que, en fait, c'était pas ça. Je ne voulais pas nécessairement comparer les deux, mais ça s'explique, semble-t-il, par ce phénomène-là. Une autre question ici qui est: quelles démarches sont prévues auprès du monde industriel pour enquérir leur engagement plus important? Oui, ça j'avoue que je vais vous dire bien candidement que c'est pas quelque chose que moi je connais bien. Je m'intéresse beaucoup à l'impact sur la santé des changements climatiques. C'est sûr que si j'allais voir les gens plus de la Fondation Suzuki ou de Réalité climatique ou même l'Association canadienne à notre bureau, il y a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus. C'est pas, j'avoue que le monde dans lequel je travaille n'est pas le milieu industriel, malheureusement. Ça, je ne peux pas vous répondre à ça. Désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions, téléphone? C'est bon, ça. Moi j'en aurais peut-être une. Selon toi, là, on parle du réseau de la santé, effectivement. Là, tu parles de la santé. Quel rôle le réseau de la santé, les établissements de santé devraient avoir, eux, vis-à-vis des changements climatiques? Parce que je te dirais, moi, je ne suis pas impressionné actuellement par ce qui se passe au Québec. Là. J'ai vu ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe dans certains pays. En fait, c'est même pas dans des pays, c'est vraiment certains établissements qui agissent. Là, on ne peut même pas parler d'une tendance par pays. Les Américains sont plus avancés, etc. Mais on s'entend qu'au Québec, là, moi, je ne sens vraiment pas l'importance des changements climatiques. Ça ne frappe pas les gens. Là. Non, effectivement. En fait, on n'est peut-être pas encore frappé autant que dans d'autres pays. En Australie, entre autres, il y a des alertes importantes, des mesures préventives importantes qui ont été faites. Dans le sud de l'Europe, en France, à Paris, Lyon, vous vous rappelez de la grande vague de chaleur où il y a eu vraiment des décès par centaines, sinon par milliers, si on prend l'Europe au complet. Donc là, il y a eu vraiment des mesures de santé publique, des alertes qui ont été faites
En fait, souvent, les docteurs ne réalisaient pas la gravité de la situation. Et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, les questions des coups de chaleur décompensés ou décompensés. Donc, les gens âgés venaient dans les urgences un peu confus, pas bien, un peu de température. Puis les gens disaient, bon, ben, ils doivent avoir un petit virus, quelque chose de pas grave. Ils retournaient chez eux, ils décédaient chez eux. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment des mesures de santé publique, des alertes importantes qui ont été faites, mais ça a pris des morts. Puis on s'en rappelle, là, c'est vraiment très impressionnant. Ça a touché toute l'Europe. Ici, ça ne nous a pas touché beaucoup, certainement. L'INSPQ ou les agences de santé publique envoient un peu des rappels au début de l'été. Bon, faites attention à la chaleur, faites attention aux tiques, aux virus, c'est des choses qui existent, mais il n'y a pas de... c'est pas quelque chose qui est pris encore de façon très, très sérieuse par l'ensemble de la communauté médicale. Pourtant, nous, dans les urgences, on le voit... c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les grosses périodes de chaleur, dans les périodes de canicule là, qui durent souvent 2 à 3 jours, avec une quantité impressionnante de gens âgés dans toutes les urgences. C'est souvent, comme je dis, des gens âgés, des gens isolés qui restent dans des milieux moins favorisés, qui arrivent avec des manifestations multiples, puis on répond à ça, on réagit, on est très... l'urgence, par définition, on n'est pas dans la prévention. Puis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Il y a eu des mesures un peu qui sont discutables, là, qui ont été proposées par différentes personnes, dont fournir des climatiseurs, des climatiseurs dans les logements comme ça. Fournir des climatiseurs, c'est une réponse ponctuelle qui peut servir dans quelques milieux, mais la réponse, elle n'est pas à fournir des climatiseurs. La réponse, elle est politique, elle est sociale. Il faut éviter les îlots de chaleur, il faut avoir un couvert végétal qui ait de l'allure, il faut diminuer la présence d'automobiles dans les villes. Donc, il faut travailler en amont et malheureusement, je pense qu'on n'est pas encore rendu là, bien que on a des discussions encourageantes avec la Ville en ce moment, puis je reviens aux recommandations de l'OCPM. L'OCPM a ratissé très, très, très large. Le transport, l'agriculture urbaine, les industries, la gestion des déchets. Et si la Ville veut vraiment prendre le taureau par les cornes, on a les moyens là pour éviter ces canicules, pour éviter ces catastrophes l'été. Et la Ville, d'ailleurs, s'est engagée à devenir carboneutre en 2050, tout comme Vancouver s'est engagé à devenir carboneutre plus tôt. Donc ça, c'est quand même un signe intéressant. Nous, le projet de la Coalition Climat à Montréal, dont on fait partie, c'est que la Ville devient carboneutre, pas en 2050, mais avant. Et là, il faudrait que je retrouve les dates. C'est au 400e ou 500e anniversaire de Montréal. Il y a quelque chose de symbolique, là. Puis je pense que c'est 2040, là, dans ces eaux-là. Donc, ce qu'on veut, c'est que la Ville soit plus active. Donc, il faut vraiment pousser. Et il y a des gens qui sont sensibles à ça à la Ville. Dans le fond, ce qu'on pense faire, c'est donc de pousser la Ville à travailler en premier, nous, sur le transport, parce que ça, c'est notre cheval de bataille principal. Mais il y a plusieurs avenues, comme je disais tantôt, l'agriculture et autres. Il y a plusieurs avenues, il y a plusieurs façons de faire, de modifier l'environnement urbain, puis diminuer la mortalité et la morbidité, améliorer la santé de la population. Ici, il y avait une autre question. Est-ce qu'on doit se méfier de tous les moustiques? Comment reconnaît-on une anophèle? Ouais, ça, c'est difficile. En fait, c'est un problème. Évidemment, la malaria, on n'est pas encore rendu là, puis c'est pas facile d'identifier le moustique en question qui va être porteur de la maladie ou d'autres vecteurs. Même moi, là, honnêtement, on regarde ça, j'aurais bien de la difficulté à l'identifier. Donc, les précautions qu'on utilise, c'est les précautions recommandées d'habitude par la santé publique. Donc, se couvrir autant que possible, de ne pas être auprès des plans d'eau là, le soir ou à des périodes où il y a plus de moustiques. Et malheureusement, je pense pas que dans 1 million, on va être capable de dire, bon, ben tel anophèle, je m'en éloigne, de tel autre, je n'ai pas besoin de m'en éloigner. Fait que c'est recommandations de prévention habituelles. Puis encore là, c'est pas simple.
parce que les recommandations de prévention, ça peut vouloir dire utiliser des pesticides aussi, puis là, on rentre dans tout un autre débat dans lequel je ne veux pas m'embarquer parce qu'on en aurait pour une bonne heure encore si on se met à parler des pesticides. Donc là, tu avais parlé un peu de la climatisation tout à l'heure en disant que ça pouvait être des réponses ponctuelles. Quand on parle d'eau de chaleur, est-ce qu'il faudrait imposer la climatisation alors que c'est polluant? Oui, c'est ça. Il faudrait verdir plus. C'est ça, exactement. Alors, il y a eu des campagnes, entre autres en Europe et aux États-Unis, dans certaines villes aux États-Unis, qui ont dit, c'est simple, on va acheter des climatiseurs pour des centaines, voire des milliers de logements qui sont trop chauds. Et voilà, la réponse est simple. Donc, et qu'est-ce que ça va faire? Ça va mousser l'industrie des climatiseurs, certainement. Ça va être une réponse ponctuelle. Ça n'aura finalement absolument aucun impact sur le réchauffement. Puis on va se donner bonne conscience. Alors, la réponse n'est certainement pas dans les climatiseurs. Enfin, peut-être oui dans des centres d'accueil, mettons, ou dans certaines unités hospitalières où il fait trop chaud, mais la réponse est certainement pas dans les climatiseurs. La réponse, elle est sociale et politique. Elle est dans le reverdissement de nos villes. Elle est dans la diminution du béton. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Le transport, c'est vraiment un moyen clé. Entre autres, on le sait, si on diminuait les stationnements, les espèces de presque de kilomètres carrés de stationnement, si on verdissait les stationnements qui restent, si on faisait plus de couverts végétaux, on aurait moins d'îlots de chaleur, moins de chaleur, surtout la nuit, le soir et la nuit, moins de problèmes secondaires. Alors, la réponse est beaucoup plus de l'ordre du reverdissement que de l'ordre des climatiseurs. Effectivement, et ici, j'ai d'autres commentaires, effectivement, qui disent qu'effectivement, on peut rafraîchir un logement par d'autres moyens. Ça se fait aussi dans un établissement de santé. C'est sûr que les climatiseurs dégagent la chaleur de l'extérieur, mais la grosse problématique, c'est justement l'îlot de chaleur extérieur qui reste consolidé dans les murs. À ce propos, juste pour vous mentionner, je sais que l'INSPQ a fait une étude assez intéressante et est en train de voir comment pouvoir développer une formation vraiment orientée vers les gestionnaires d'établissements de santé pour les aider en fait à réduire les îlots de chaleur à la fois extérieurs sur leur terrain, donc verdir plus, s'assurer de ne pas avoir de stationnement complètement bétonné, et également aussi à l'intérieur parce qu'on sous-estime souvent